Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer la table ronde. Notre sujet, nos deux sujets d'aujourd'hui, ça va être l'alimentation et la santé, hein. Et le deuxième sujet à traiter, ce sera toute la partie sécurité alimentaire. Et pour nous éclairer justement sur ces deux sujets-là, nous avons l'honneur et le plaisir d'être entourés des meilleurs spécialistes, chacun dans son domaine. Nous avons Madame Sarah Moni. Bonjour Sarah. Et nous avons le président Stéphane Layani du marché international de Rungis. Bonjour président. Comment ça va? Écoutez, cher docteur, cher directeur, chère Sarah, cher docteur aussi, ça va très très bien. Et moi, je suis quand même vraiment très impressionné par la capacité d'adaptation, d'inventivité, d'innovation de ce marché qui est capable d'accueillir les événements les plus improbables, mais on va démontrer le contraire, comme un événement autour de la santé au travail qui est pourtant le droit le plus fondamental après l'alimentation. Merci président. Ou avant d'ailleurs, je ne sais pas. C'est l'un et l'autre. Je pense que surtout, on a beaucoup de chance d'avoir des acteurs très engagés comme vous l'êtes. Sarah Moni, vous êtes spécialiste en PNNS. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour à tous. Alors le PNNS a été créé là, donc maintenant il a 20 ans. Aujourd'hui nous en sommes au 4e et PNNS veut dire Programme de Nutrition Santé qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Là, le 4e a commencé en 2019 et on a on va dire de conseils qu'on donne au public. Alors là, je vais pouvoir un petit peu vous les présenter en dehors de 5 fruits et légumes que tout le monde connaît. Augmenter donc tout ce qui est légumes secs. Donc aujourd'hui, on recommande de manger tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, 2 fois par semaine pour pouvoir augmenter l'apport en fibres. Donc ça, c'est l'objectif du PNNS. Je rajouterais que c'est très riche en fibres, en magnésium, en calcium. Donc ça vous donne beaucoup d'énergie. Les fruits et légumes, on les conseille à 5 par jour. Donc ça peut être 3 légumes par jour et 2 fruits. Les fruits à coque, donc ça c'est rentré dans le PNNS. Donc c'est tout ce qui est fruits oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noisettes, les noix, pour leur bon gras qui va protéger notre cœur et notre cerveau, pour le magnésium, le calcium, très riche dans ces éléments-là, et pour leurs protéines végétales. Souvent on ne sait pas qu'il y a beaucoup de protéines végétales dans ces fruits-là. L'activité physique, c'est aussi un des conseils du PNNS, et le fait maison. Aller aussi vers plus de complet, le pain complet, le riz complet. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu difficile, vous pouvez faire du semi-complet qui est beaucoup moins dur au départ à assimiler, enfin au niveau des goûts surtout. Les aliments de saison produits localement, donc je sais que vous allez aborder tout ce qui est local. Une consommation de poissons gras, donc là le mieux c'est d'alterner les petits poissons comme la sardine, le maquereau, comparé aux gros poissons parce qu'ils sont au début de la chaîne alimentaire, donc moins chargés en mercure. Le bio, l'huile de colza de noix, donc là on introduit les oméga 3, les produits laitiers, et de réduire tout ce qui est charcuterie. Là vous allez être étonné, il faut réduire à 150 grammes par semaine. Réduire tout ce qui est gras sucré, les produits salés, l'alcool et les viandes un petit peu plus grasses. Vous voyez que Sarah est déjà partie dans les détails, donc j'espère que vous avez tout noté. Président Layani, on connaît la fonction de l'homme, mais on connaît moins l'homme qui est derrière tout ça. Vous avez fait un beau parcours. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner déjà votre trajectoire et surtout
nous donner la perspective du marché que vous avez transformé ces dernières années? C'est toujours difficile de parler de soi, mais en fait, ça remonte à loin. Quand j'étais petit, ma mère était cuisinière et j'aimais beaucoup la cuisine et franchement, je me suis dit qu'un jour, je m'occuperais de cuisine. Malheureusement, vers l'âge de 18 ans ou 17 ans, je me baladais dans le bois de Vincennes avec mon papa. Et mon papa m'a dit, il n'y a qu'une solution, l'ENA. Donc j'ai présenté le concours de l'ENA assez jeune, pas très jeune, mais assez jeune. Et j'ai fait plusieurs choses dans ma vie qui m'ont amené sur le marché de Rungis. D'abord, je me suis occupé de la concurrence et de la consommation. C'est là que j'ai connu Rungis, à la DGCCRF, où j'étais commissaire. Et il y a un vieux commissaire qui m'a dit, mais un jour, si tu réussis, peut-être que tu arriveras à Rungis. Et ça m'est resté dans la tête. Et puis, je me suis occupé aussi de santé, figurez-vous. J'ai été, pendant 5 ans, j'ai eu une chance inouïe, car j'ai été secrétaire général du comité du médicament, qui est l'organisme qui achète les médicaments dans notre pays. C'est une commission interministérielle où il y a tout le monde, le ministère de la Santé, il n'y a pas l'agriculture, hein, le ministère de la Santé, l'industrie, les finances, la sécurité sociale. Et je me suis occupé de ça pendant 5 ans. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'une bonne alimentation. Parce que, d'abord, les médicaments, les gens ne le savent pas, mais 30% seulement des maladies sont soignées par des médicaments. 30% seulement des maladies sont soignées par des médicaments. Le reste, c'est vos comportements, c'est vos habitudes de vie. Et donc, c'est très important de bien s'alimenter parce que c'est une brique essentielle. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on dit « tu es ce que tu manges ». Et c'est pas faux. On est ce qu'on mange. Et donc, la malbouffe, ça nous construit mal. Alors, avoir un peu de malbouffe de temps en temps, c'est pas grave, mais avoir de la malbouffe tout le temps, ça c'est grave. C'est un mauvais comportement. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Après, je suis allé à Bruxelles, où j'étais expert national détaché par la France. J'ai préparé le passage à l'euro. J'ai fait un peu de cabinet ministériel comme beaucoup, avec des grands ministres qui étaient Strauss-Kahn et Marie-Lise Lebranchu, Laurent Fabius et François Patria. Et donc, ça a été très très formateur parce que, en fait, on ne comprend pas le fonctionnement du pays ou le fonctionnement de l'État tant qu'on n'a pas fait de cabinet ministériel. Parce que, en fait, le cabinet, c'est à la fois les plus petites choses et les plus grandes choses en même temps très vite. Et donc, c'est pas mal. En sortant, je me suis occupé, j'ai fait la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Donc, j'ai retrouvé le monde un peu des indépendants, des commerçants, etc. Donc, c'était pas loin de Rungis. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai renouvelé le mandat de mon prédécesseur et je me suis dit, ça serait pas mal de le renouveler quand même un peu. Donc, et ensuite, j'ai fait un petit passage à l'inspection générale des finances, où j'ai été collègue de bureau de quelqu'un qui a mieux réussi que moi, qui est le président de la République. Puis, et d'autres d'ailleurs. Et puis, un jour, on m'a dit, mais il faudrait quelqu'un pour liquider les mines en France. Mais pas les mines pas les marchés d'intérêt nationaux, les mines de charbon, de potasse, d'ardoise. Et donc là, je me suis beaucoup occupé à la fois des suites financières, des suites sociales, de la disparition des charbonnages de France, d'une part, et des gares, si on me donne un peu de micro et plus de son, parce que c'est très bruyant, et j'en ai marre de crier dans le micro.
Eh bien, j'ai été vice-président de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines pendant 4 ans. Et donc, j'ai retrouvé les problèmes de santé, finalement. Parce que le monde des mines était un monde... c'est un peu comme Rungis, c'était un monde global. C'est-à-dire qu'on s'occupait des gens du baptême à la tombe. Et on les soignait, on les logeait, on les chauffait. C'est à peine si on ne les alimentait pas. Et puis, quand j'ai terminé mon mandat à la NGDM, donc à la liquidation des mines de charbon et autres, on m'a demandé ce que je voulais et j'ai dit je veux le mine de Rungis. Je le voulais et j'ai eu le mine de Rungis. Alors pourquoi je voulais le mine de Rungis? D'abord à cause du commissaire Missiou qui m'avait dit un jour tu iras peut-être aux mines, et puis ensuite j'avais pas oublié le monde du produit, le monde de la cuisine, le monde de la gastronomie et aussi le monde des indépendants, parce que je pense que les PME, les professionnels des PME, c'est une richesse, et des indépendants et des professions libérales. Je vois le docteur Lupus et le docteur Teboul au fond de la salle. Le monde des indépendants, c'est un monde merveilleux, le monde des professions libérales aussi. Et donc, je ne veux pas dire que j'étais comme dans un poisson dans l'eau, mais je suis arrivé ici pas totalement à l'inconnu. Et alors, je suis arrivé en 2012, et en 2012, on m'a posé une question et j'y ai répondu. Il fallait, à l'époque, on a oublié, mais c'est mon grand œuvre, hein. Les gens me disaient, ah, il a construit, etc. Non, il fallait sécuriser juridiquement le marché qui était en perdition, qui allait vers la privatisation, en fait. Et il se trouve que j'ai trouvé l'astuce. Alors maintenant, tout le monde fait sa gloire là-dessus, mais j'ai trouvé l'astuce juridique qui pérennisait le marché. On a convoqué un jeune député qui était Jean-Jacques Bridet dans mon bureau avec Frédéric Wagon, et on lui a dit, ben voilà, tu vas porter tel amendement. On lui a écrit d'ailleurs. Il ne faut pas croire que les amendements, les députés les inventent. Et il a été voté à l'Assemblée nationale, et ce qui nous a donné une concession jusqu'en 2049. Et donc là, maintenant, avec Agoralim, mon objectif est d'aller jusqu'en 2070. Et pour 2070, c'est un cadeau extraordinaire pour tous les concessionnaires, pour toutes les entreprises du mine. Et puis, évidemment, Macron m'a dit, ben voilà, t'as eu ce que tu voulais. Et il m'a dit, c'est pétrole contre nourriture. Ah bon, c'est quoi pétrole contre nourriture? Ben, il faudrait que tu investis, tu relances et que tu investisses un peu sur le mine. Et là, le président, enfin le ministre de l'économie de l'époque m'a demandé d'investir. Et c'est là qu'est né le plan Rungis 2025, où on a décidé de dépenser 1 milliard d'euros sur le mine en investissement. Finalement, ça sera 1,5 milliard à parité entre la Cemaris d'une part et les grossistes d'autre part. Et donc ça, c'est ce qui fait que on a transformé le mine parce qu'on avait du temps pour le faire. Si on n'a pas de temps, le temps c'est de l'argent, on ne peut rien faire. Et donc là, 2049, ça donnait envie aux entreprises d'investir, ça donnait envie à la Cemaris d'investir. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'abord de densifier, de faire venir des nouveaux clients, de renforcer la gastronomie, de renforcer la viande, les fruits et légumes, de livrer un nouveau pavillon port. Et là, on est lancé dans une nouvelle, je l'ai annoncé ce matin, dans de nouveaux travaux autour des nouvelles manières de s'alimenter. Parce que demain, on ne s'alimentera pas comme aujourd'hui. Et si le patron de Rungis n'a pas une vision à long terme, ben, il ne se fera rien. Je ne vais pas dire du mal de mes collègues opérateurs. Eux, ils font la guerre tous les jours. Il faut qu'ils gagnent la guerre tous les jours. Moi, il faut que je gagne la guerre à 20 ans. Et donc, c'est la vision que j'essaye de porter sur le mine avec un certain nombre de personnes. Je salue le président de la CPME du Val-de-Marne, Alain Martinez,
la déléguée générale du Nigro, Catherine Le Dantet, et beaucoup d'autres amis. Je vois au fond de la salle Isabelle Clapp. Elle est là, elle est partie, non? Elle est là. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui me fait bouger, c'est qu'on est un collectif, qu'on essaie d'avancer. C'est pas facile tous les jours, mais c'est quand même un truc passionnant. Et donc, c'est pour ça que je suis content d'être à Rungis. Et j'espère y être encore quelques années. Bravo au président, parce que c'est vrai que quand j'étais petit, on nous apprenait que le mine, c'était marché d'intérêt national. Et grâce à vous, grâce à votre vision au long cours, je pense que vous avez transformé ce marché national en marché international. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. On reviendra tout à l'heure parce que vous avez été nommé cet été président de l'Union mondiale des marchés de gros. Donc on aura aussi plein de questions à vous poser. J'ai été élu. Oui. Ce qui est beaucoup plus dur que d'être nommé. J'ai été élu par mes pairs, président de l'Union mondiale des marchés. Et ça, c'est grâce à Rungis, c'est grâce aux opérateurs de Rungis. C'est parce qu'on est les plus performants. Ben, c'est parfait. Mais je crois que vous avez oublié un élément très essentiel de votre caractère. Je crois que vous êtes très, très axé sur la communication. Et je crois avoir lu quelque part dans vos interviews que vous êtes, grâce à la communication, vous avez vraiment sorti le marché de Rungis de l'anonymat. Comment vous dire? Quand j'ai trouvé Rungis, alors maintenant ça paraît évident, mais quand j'ai trouvé Rungis, c'était la belle endormie. C'est-à-dire que ça vivait bien. Grosso modo, le principe des gens que j'ai trouvés, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Et moi, je pense que il faut bien faire et le faire savoir. Et le faire savoir, c'est aussi important que bien faire. Et donc, j'ai pas dépensé plus en communication. On a le même budget en communication qu'en 2012. Mais par contre, j'ai dépensé mieux. C'est-à-dire que j'en ai fait un levier. Et donc, bien sûr, des fois, la communication me déplaît. Mais je pense que c'est un mal nécessaire. Et on est dans un monde où la communication est incontournable. Vous, docteur No, vous êtes un très bon docteur, mais en même temps, vous avez fait sortir le SIAMT de l'anonymat. Et donc ça, c'est très important. Et je suis content d'avoir un partenaire comme vous. Ben, écoutez, j'ai appris, grâce au président Layani, sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, je vais vous dire, il est parti, mais ça, moi, je l'ai appris en copiant Guillaume Gomez. Je me suis dit, mais c'est quoi ce petit gars qui n'a pas fait d'études, qui vient d'un milieu social défavorisé, etc. Et il fait des posts toute la journée. Et j'ai fait comme lui, et je le taguais systématiquement. Il m'a dit, oui, on le fait. Les gens n'ont pas besoin de savoir, on le fait. Et donc, c'est comme ça qu'on a étendu notre action sur les réseaux sociaux. Les gens, ils veulent pas vous taguer en disant, ah, je pense pas exactement comme lui, mais c'est idiot. Les réseaux sociaux, ça marche si vous êtes vu, beaucoup vu. Et pour être beaucoup vu, il faut taguer beaucoup de monde. Ben, c'est parfait, nickel. Président Layani, vous avez dit un jour, sans bon produit, pas de bon plat. Sans bon produit, pas de bon chef. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des bons produits chers? Est-ce que ça devient un luxe de se nourrir ou pas? Moi, je vais vous parler d'avenir. Je ne vais pas répondre à votre question, hein. Évidemment. Ça va devenir un luxe de se nourrir. Là, on vit dans un monde de l'abondance. Ce monde a été créé par nos pères et nos grands-pères dans l'après-guerre, parce que dans les années 50 et pendant la guerre, il y avait le rationnement et on mangeait mal. Demain, dans le monde de demain, pour toute une série de raisons, le réchauffement climatique, le développement d'un monde avec 10 milliards d'humains, la disparition de la vocation des agriculteurs, nous allons rentrer, et les demandes de plus en plus naturalistes, quelles qu'elles soient, on va rentrer dans un monde atroce où la ressource va devenir rare. Or, comme le disait Cicéron, ce qui est rare est cher.
Et donc, je crains que nous soyons dans une période de transformation alimentaire. On est encore dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. On est encore dans un monde où on a l'illusion qu'on va trouver tout ce qu'on veut. Eh bien, moi, je vous le dis, dans les 15 ans qui viennent, le métier des grossistes, voilà un sujet sur lequel ils pourraient communiquer s'ils en avaient l'idée. Le métier des grossistes, qui est le métier de sourceur, d'être capable de trouver des agriculteurs qui travaillent bien et de l'amener aux consommateurs dans les villes, c'est ça leur métier. Et c'est un métier formidable. Eh bien, il va devenir de plus en plus indispensable. Là, aujourd'hui, la grande distribution fait la règle. Les agriculteurs viennent à genoux comme les bourgeois de Calais devant la grande distribution pour essayer de se faire référencer. Demain, ça sera très différent. Celui qui détiendra les produits aura le pouvoir. Et donc, ça va changer. Et je réponds finalement à votre question. Les produits vont devenir chers, oui. Et j'espère qu'ils rémunéreront enfin les agriculteurs, parce que c'est les agriculteurs et les producteurs, on en a 400 sur le marché de Rungis qui nous nourrissent. Et ça, ils méritent quand même. Ils ont un travail difficile. Vous avez vu cette année les événements climatiques que nous avons eus. Ils méritent de gagner plus de 400 € par mois de revenus moyens. Et donc, je ne dis pas que tous les agriculteurs vont mal, mais il y en a beaucoup qui vont mal. En plus, il y a l'agribashing. Moi, j'aimerais bien que, et c'est le cas du marché de Rungis, on retourne un peu de valeur aux agriculteurs. Parce que c'est vraiment ce qui fait la force du marché de Rungis. Sa force, c'est que nous ne sommes pas, contrairement à d'autres circuits longs, nous ne sommes pas à vouloir demander de la remise. Nous, on achète au prix. Et ensuite, on donne de la marge. Et donc, la marge, ça permet à tout le monde de se rémunérer normalement. Et honnêtement, en région parisienne, les gens acceptent un niveau de prix élevé, comme le démontre le prix de la découpe du porc à Rungis. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il faut accepter de bien manger et de payer pour son alimentation. Voilà, cher docteur. Je peux continuer à vous le démontrer d'ailleurs, parce que, en fait, quand on mange de bonne qualité, de façon diversifiée, comme l'a dit Sarah, eh bien, on fait un investissement pour sa santé. Et ça, quel est le bien le plus précieux? C'est la santé. Et il vaut mieux acheter à manger des bonnes choses qu'acheter des médicaments et continuer à accroître le déficit de la sécurité sociale. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que sur les réseaux sociaux que l'on se retrouve tous les deux, président Layani. Et Sarah, qu'est-ce qu'on peut dire sur les bons produits, les produits de qualité et la santé? Quels conseils pratiques on pourrait donner à nos salariés du marché qui travaillent la nuit, qui travaillent aux horaires atypiques? Qu'est-ce qu'ils pourraient pouvoir accéder, à quelle nourriture ils pourraient accéder pour leur bonne santé? Comme vous le dites, Président, les choses changent. Et je l'ai vu au cabinet depuis 5 ans, j'ai vraiment une prise de conscience de mes patients qui veulent manger différemment. Différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se rendent compte que l'aliment, notamment les viandes, les poissons, deviennent plus rares, plus chers. Donc, je les ai orientés, parce que c'était aussi une demande de leur part, vers des protéines dites végétales. Et ça peut être un moyen justement de baisser un peu les coûts. Certains jours, manger des protéines végétales. Et là, il faut faire les choses simples. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un couscous, c'est de la semoule, c'est du blé. Approché au pois chiche, qui est le légume sec, on reconstitue une protéine végétale. Et là, comparé à un morceau de poisson ou de viande qui a 18% de protéines, on monte même à 25%. Donc, avec des choses simples, on peut se nourrir mieux. Et le fait d'avoir quelques journées comme ça dans la semaine, je vous donne un autre exemple. Par exemple, le chili sin carne, c'est des haricots rouges avec du riz et des légumes. Pareil, on rassemble une céréale et un légume sec.
on va pouvoir baisser globalement le coût de ces courses. Ça a même été chiffré. On peut baisser ça de 30%. Ça permet justement, pour les jours où on veut se nourrir de viande ou de poisson, de monter en qualité, de monter même sur des aliments bio, de monter sur du label rouge. Donc, globalement, on va retrouver un même panier de courses, mais de meilleure qualité. Pour les horaires atypiques, ce qui se passe quand on travaille de nuit, c'est qu'il faut essayer de décaler ce qu'on appelle nos cycles circadiens. Parce qu'en fait, sous nos paupières, on a des petits récepteurs qui nous réveillent quand la lumière du jour arrive. Donc il faut essayer de reproduire ça de manière décalée pour les personnes qui travaillent la nuit, c'est-à-dire utiliser les lumières, la luminothérapie, prendre un petit déjeuner quand ils se réveillent, justement. Au bout de 4 heures de travail, normalement, il faudrait qu'ils déjeunent, exactement comme nous, on déjeune à midi. Et 2 heures plus tard, prendre une collation. Et là, une collation simple, ce serait quoi? Ce serait retrouver un peu de sucre lent, donc ça peut être un morceau de pain. Un peu de magnésium pour l'énergie, ça peut être des carrés de chocolat. Et un peu de protéines pour pouvoir tenir plus longtemps. Donc ce serait justement les fruits oléagineux comme une poignée d'amandes ou une poignée de noisettes qu'on peut mettre dans la poche. Donc ça peut être des choses très simples mais qui vont vraiment redonner de l'énergie. J'ai beaucoup d'infirmières, d'urgentistes dont je m'occupe qui travaillent de nuit et ils ont vraiment vu la différence en décalant comme ça leurs horaires. C'est un peu plus compliqué quand arrive le week-end puisque là souvent pour être avec la famille ils sont obligés de se recaler. Avant de questionner le président Layani sur la stratégie et la politique mondiale justement de la sécurité alimentaire, une dernière question, Sarah. Souvent on dit que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Qu'en est-il? Alors en fait, nous sommes plus des hôtes de notre microbiote que nous-mêmes. On a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps. 100 000 milliards, c'est énorme. Et notre microbiote, c'est-à-dire nos bactéries dans l'intestin, peuvent même prendre le pouvoir. C'est-à-dire que quand il est complètement déstructuré, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont être addictes au sucre et au gras. Alors qu'en rééquilibrant le microbiote, tout fonctionne mieux. Et ça, c'est assez simple aussi. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle les prébiotiques. Donc au lieu d'aller acheter, comme vous dites, des médicaments à la pharmacie, les prébiotiques, c'est quoi? C'est tout ce qui est fibres, c'est ce qui va nourrir nos bactéries. Donc ça va être une petite salade en entrée avec plein de crudités, de la salade des petits légumes crus. Ça va être des légumes cuits, puisque c'est plein de fibres, c'est ce qui nourrit donc ces bactéries. Et ça va être aussi tout ce qui est justement alimentation beaucoup plus complète, comme le riz complet, le pain complet, les pâtes complètes, puisque c'est plus riche en fibres. Donc ça, ce sont les prébiotiques, ce qui les nourrissent. Comment faire pour avoir dans l'alimentation des probiotiques? C'est tout ce qui est fermenté. Et là, je vous donne l'exemple de la choucroute. La choucroute, c'est du chou fermenté. Et la fermentation avec les bactéries lactiques, ça va ensemencer votre microbiote et ça va faire qu'il se porte mieux. Ça va fixer en plus la vitamine C. Donc là, je donne un exemple, mais ça peut être des cornichons, des pickles, c'est-à-dire tous les légumes fermentés. Il y a une boisson qui est sortie dernièrement qui s'appelle le kombucha, qui est du thé fermenté aussi, qui va continuer d'ensemencer notre microbiote. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la sérotonine, c'est notre humeur positive et notre satiété. 97% de la sérotonine est fabriquée justement grâce à ces bactéries. Vous comprenez pourquoi c'est important? C'est vraiment notre humeur positive. C'est notre socle. Merci Sarah. Président Layani, vous avez été élu cet été à la tête du WM. Quels sont les enjeux stratégiques de l'alimentation dans les prochaines années au niveau mondial? Alors, le WOM, on l'appelle aussi le Congrès mondial des marchés de gros, l'Union mondiale des marchés de gros, regroupe 12 000 marchés dans le monde, des marchés de détail, et 250 marchés de gros, comme à Paris-Rungis.
Et on a 3 enjeux principaux. Le premier, c'est d'avoir une agriculture qui soit la plus soutenable possible. Parce que si on veut continuer à pouvoir nourrir la planète, il est très important, surtout dans les pays en développement, dans les pays du Sud, de ne pas assécher les terres et de leur permettre de se renouveler. Et donc, une agriculture soutenable, c'est quand même quelque chose de très important. Deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est que on oriente non pas les consommateurs du monde sur une alimentation transformée, mais sur une alimentation saine, faite de produits bruts. Et c'est pour ça que le modèle des marchés de gros est un modèle qui est vertueux par lui-même. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour faire du fait ailleurs, on fait du fait maison. Et ça, c'est très important, et Sarah vient de le dire. Et le troisième chose, c'est qu'il faut une alimentation qui soit accessible et abordable. Accessible et abordable, ça veut dire qu'elle est d'abord pas trop chère pour que tout le monde puisse se nourrir. Sinon, il y aura des flux migratoires supplémentaires, il y aura des tensions géopolitiques, il y aura des tas de problèmes. Et accessible, c'est le fait que la logistique, et ici à Rungis, on s'y connaît en logistique, est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'alimenter des villes. 70% de la population mondiale vivra en ville dans 10 ans. Donc on aura une population de 10 milliards. Quand je suis né, en 1960, il y avait 3 milliards d'individus sur Terre. On va être 10 milliards. Et donc il faut gérer maintenant le monde globalement. C'est one world, one health and one food aussi. Et donc clairement, il faut comprendre que nous sommes dans le village planétaire et que ce village planétaire, si on n'est pas capable de bien gérer la ressource, si on gaspille, si on n'a pas des marchés de gros, et c'est là que j'en reviens au Congrès mondial des marchés de gros, on ne sera pas capable de nourrir les gens. C'est pour ça que notre modèle est un modèle vertueux et que Rungis s'exporte dans le monde entier, parce que on est capable de montrer. Souvent on dit ah oui, mes amis du Nigro qui sont des intellectuels me disent ah oui, le marché de Rungis c'est les opérateurs, mais il faut avoir une infrastructure. Les avions vont dans des aéroports pour se garer, et cette infrastructure, c'est Maris qui la porte, elle est indispensable pour accueillir, structurer les filières, développer l'industrie agroalimentaire qui est quand même nécessaire. Et donc c'est ce que nous vendons dans le monde entier. On est présent à Moscou, à Dubaï, on est en train de faire un réseau de marché en Ouzbékistan, on va faire quelque chose au Vietnam, on est en dernière phase pour le Vietnam, on est en discussion avec les Émirats arabes unis, on est en discussion avec la Hongrie, on est en discussion avec le Nigeria, et on a une intense activité d'exportation du modèle de Rungis, qui est un modèle vertueux, de façon à ce que finalement, c'est pas un projet de paix perpétuel, mais on arrive à la satiété mondiale, ce qui est quand même quelque chose de très important. Est-ce que vous savez que 30% des choses qui sont produites dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, dans les pays en développement, sont perdues uniquement parce qu'ils n'ont pas les infrastructures de froid. Et si on n'a pas les infrastructures de froid, on ne conserve pas l'alimentation, y compris les fruits et légumes. Et je voudrais compléter, j'en profite parce qu'il y a le secrétaire général du CIHCT que je salue et qui fait un très gros travail avec le SIAM sur le marché, notamment sur les cycles. Mais nous, on a compris ça depuis toujours, puisque pourquoi j'ai insisté et réussi à avoir les restaurants ouverts pendant le confinement. Pendant le confinement, Rungis avait les restaurants ouverts parce qu'il était indispensable pour ne pas briser le cycle circadien de nos travailleurs de manger à 2 heures, à 6 heures, à midi.
Et c'est ce que je dis toujours quand on fait les visites. Les gens qui visitent ont besoin de manger à 8h, à 8h30. Parce que s'ils ne mangent pas comme à midi à 8h30, eh bien, il y a quelque chose qui se passe là-dedans qui n'est pas très bon. Et franchement, nos restaurants, l'Union des restaurateurs de Rungis, c'est un très beau travail et nous nourrit. Et je vous ai vu plusieurs fois. Je sais que vous avez un bon coup de fourchette, cher docteur. J'essaie de vous imiter aussi en matière de goût, mais bon, voilà. Et puis nous aimons aussi la qualité. Et je retiens de votre discours, c'est aussi, et d'ailleurs, je vous cite, à Rungis, ce n'est pas le prix qui nous gouverne, c'est la qualité. Moi, je voudrais citer un de nos présidents grossistes, Jérôme Desmaîtres, qui dit une chose très intelligente, c'est que Rungis, c'est comme une assiette. Et dans l'assiette, qu'est-ce qui pèse le plus, normalement? Ce sont les fruits et légumes. Donc il faut des fruits et légumes, il faut des légumes, des fruits, de la viande, on est flexitarien, du poisson, des acides gras, et il ne faut pas oublier les légumineuses et aussi les noix, la bédouine. C'est très important de manger des graines transformées parce que c'est très important pour le cerveau. Et donc, si vous mangez tous les secteurs de Rungis et la gastronomie parce qu'il faut se faire plaisir, eh bien, vous serez en bonne santé. Un dernier mot, Président. Je crois que c'est le premier jour des 3 jours de la gastronomie française, piloté par vous et par l'ensemble des grossistes du marché, et puis aussi avec le chef Gomez qui est passé nous saluer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 3 jours-là? Est-ce qu'on peut se faire plaisir? Malgré tout, il y a quand même de la bonne charcuterie, de la bonne viande, de bons produits de terroir. On ne va pas s'en empêcher, Sarah. En fait, le plaisir fait partie de la vie. Donc moi je dis toujours nutrition, plaisir et équilibre. Donc sur un équilibre nutritionnel, se faire plaisir, bien sûr. Eh bien, Président. Oui, d'abord c'est une initiative de l'UPSG, qui est le syndicat de la gastronomie, des entreprises de la gastronomie. Faites-vous plaisir parce que, je vais vous dire, quand on se fait plaisir, on a une belle vie. Et quand on a une belle vie, eh bien, elle dure plus longtemps. Un grand merci, Président Layani. Un grand merci, Sarah Moni. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Et puis, écoutez, on va continuer à se faire plaisir. Merci au public.